ألا إن الشباب هو النفيس إذا زانت بالوعي النفوس ومن يك لاعبا بشبابه لا يفد وإنه الرجل التعيس ومن يك ذا شباب دون وعي فأهنأ عيشة منه الحبيس وإن لهؤلاء بذاك علما وما لا علم فيه هو الخسيس نظرت فما. L'un de nos concours, ceci concerne le final de l'éloquence française et nous sommes avec M. Sambou qui va nous aider sur la correction. Donc bienvenue M. Sambou. Avant de nous plonger au cœur du travail, permettez-nous d'abord de vous rappeler le nom des finalistes qui vont publiquement exposer leur travail. Ces finalistes sont Dambay, Mohamed Gueye et Ousmane Fall. Donc on donne la parole à M. Sambou pour qu'il puisse faire une petite introduction avant de commencer le travail. Donc M. Sambou, bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Donc nous profitons de cette demi-journée récréative pour saluer la présence du directeur de l'Institut islamique qui est ainsi présent. Donc, sans plus tarder, comme on est confronté à des problèmes de temps, donc nous allons donner les critères qui vont concourir à ce jeu. Donc, je rappelle que ces activités pédagogiques sont extrêmement intéressantes dans la mesure où ils vont vous permettre d'avoir ce qu'on appelle un niveau de leadership dans toutes les activités que vous allez mener au cours de la vie. Donc, en ce qui concerne l'activité qui va se dérouler tout à l'heure, il s'agira du concours de l'éloquence. On essaiera de voir les élèves qui vont participer à cet atelier et qui vont se présenter ici pour déclamer en quelque sorte. Il y a un thème qui est mis en exergue. Je pense que le thème qui est soumis à ces élèves, c'est les stratégies politiques pour une éducation scolaire de qualité. Je pense que c'est le thème qui est soumis aux participants. Et il y a 3 participants. Ils vont venir se présenter ici et déclamer leur discours. Maintenant, sur ce, il y a des critères qui ont été mis en place, notamment la qualité sur l'argumentation orale. Donc, l'aisance dans l'expression sera aussi notée, le niveau de l'intonation, mais aussi on va tenir compte de la diction et du gestuel, qui sont des choses extrêmement importantes. Donc, on avait voulu apporter ces éclaircissements pour que le public aussi, je pense que le public est le meilleur juge. Nous sommes là, on va essayer de juger, mais aussi vous êtes là pour voir est-ce que le jury a bien noté les candidats qui seront sur place. Donc, je rappelle, la qualité de l'expression est notée, le vocabulaire utilisé, le niveau d'intonation, le gestuel dans la pratique de la langue et l'aisance dans l'expression. Et ensuite, je pense qu'après cette activité, on va passer à la poésie. Bonsoir, cher public ici présent. Bonsoir, cher directeur et cher professeur. C'est une grande fierté pour moi d'être vu devant vous en guise de présentation de mon travail sur le thème, un thème un peu large, je veux dire, concernant les stratégies politiques pour une éducation scolaire de qualité. Et voici mon travail. J'ai dit, l'école, mère des figures célèbres et des hommes inoubliables, celle qui a pour but de transmettre à l'homme les valeurs morales et le sens de la dignité,
celle qui a formé des icônes ayant marqué une empreinte indélébile sur terre et des réalisations qui resteront éternellement gravées dans les mémoires des gens. Je veux nommer Cheikh Ahmed Sakhir Lo, Cheikh Anta Diop et autres. Cependant, cette école nommée tantôt demeure différente de celle qui nous donne du savoir aujourd'hui. Celle-là est pathétiquement malade et souffre de toutes sortes d'ennuis supposés sans remède. Cette école est réduite à sa plus simple expression au point où chercher ses atouts revient à chercher une aiguille dans une meule de foin. Néanmoins, il y a remède à tout hors la mort et les soucis de notre école peuvent être résolus à travers des stratégies politiques efficaces, respectées et applicables à la lettre, parmi lesquelles il est possible d'en énumérer les stratégies suivantes. De prime abord, pour que l'école puisse apporter ses fruits, il serait nécessaire d'obéir aux ordres de l'enseignant et de lui assigner ce que lui revient de droit s'il accomplit sa mission. En effet, le maître est considéré comme la colonne vertébrale et la pièce maîtresse pour un enseignement de qualité, ce qui fait qu'il mérite d'être hissé au-dessus du toit, tenant compte de ce qu'il fournit comme effort. C'est lui le formateur du médecin qui guérit, du président qui dirige, de l'instituteur qui éduque. C'est lui le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société. Sa place est au sommet de l'escalier afin d'observer, de guider, de corriger, en un mot, d'éduquer les âmes nouvelles. Donc, le non-respect des droits de l'enseignant pourrait nuire à la stabilité de l'école et ses multiples grèves en sont un irréfutable témoin. Si on prend l'exemple de l'Allemagne, on verra que son système éducatif fait des merveilles grâce au respect dédié aux enseignants qui reçoivent mensuellement un salaire comparable à celui du président. C'est une source de motivation pour promouvoir l'école. Ensuite, il est grand temps que le programme soit mis à jour et diminué de telle sorte qu'il soit conforme aux besoins de la nouvelle génération, car celle-ci est archaïque et quasi inutile. Il date depuis la colonisation occidentale et est mis en place pour nous mettre les bâtons dans les roues, afin de nous empêcher de visiter le monde des riches. Leur principal but est de foutre notre avenir en l'air, à l'image de ce que nous apprenons jour et nuit, sachant qu'il ne va pas nous servir à rien. On a plus besoin des compétences qui nous permettent d'exploiter nos intarissables ressources naturelles, à savoir l'or, le zircon, le fameux pétrole qui reste bien réputé et j'en passe. En outre, l'autre aspect qui mérite de la bienveillance s'agit de promouvoir la pratique, la technologie, ainsi que les sciences utiles pour que l'école puisse procurer de gros revenus. En effet, les classes sont encombrées d'analphabètes qui ne savent que théoriser, inaptes à mettre au point inaptes à mettre au point le moindre outil et incapables de prendre part à l'essor de la société. Par exemple, les pays les plus développés dans la planète Terre, comme le Singapour et les États-Unis d'Amérique, sont dotés d'un enseignement pratique facilitant la tâche à leurs écoliers et leur permettant de joindre facilement l'utile à l'agréable. Et enfin, pour colmater les brèches de l'éducation, il serait préférable d'insérer l'éducation religieuse et d'enseigner aux élèves les gloires de nos ancêtres, ceux qui ont laissé des traces indélébiles sur terre qui sont si... Bonsoir à tous. Je me présente. Je me nomme Dambay. Je suis un élève de l'Institut islamique de Koki en classe de 3e. Aujourd'hui, je suis venu pour vous présenter mon article qui porte sur le thème les stratégies politiques pour une éducation scolaire de qualité. Donc, je prie pour que vous m'écoutez religieusement pour pouvoir comprendre ce que je vous ai apporté, Inch'Allah. L'éducation scolaire
est une conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. Autrement dit, c'est la formation d'une personne dans un domaine d'activité. Et pour une meilleure éducation ou la formation des jeunes, il faut que les États mettent en œuvre des stratégies qui rendent le système éducatif très qualitatif. D'abord, il y a une chose nécessaire et très importante qui est de la responsabilité de l'État. Il s'agit de l'amélioration des infrastructures scolaires, comme par exemple les salles de classe, les laboratoires accompagnés d'équipements. Cela constitue des éléments essentiels en l'enseignement de nos établissements scolaires et universitaires. En effet, les infrastructures de haute qualité facilitent une meilleure pédagogie, renforcent les acquis scolaires. Exemple, les établissements scolaires situés dans les bourgades sont souvent confrontés aux abandons des élèves à cause de la non-adhérence des infrastructures, du fait de l'absence de l'éclairage, la vétusté des salles de classe et du manque d'équipement. Ces facteurs constituent un obstacle à l'éducation dans les villages. Les établissements scolaires implantés dans les villages sont ceux qui ont plus besoin d'investissement que les autres. Ensuite, venons à la valorisation des enseignants. Celle-ci est très importante. Elle nous permet d'avoir des enseignants motivés. Ces derniers méritent tous les honneurs. Ils sont de braves soldats du savoir, des formateurs et éducateurs. Ce sont eux qui forment les médecins, les architectes, etc. L'État doit donc respecter les accords qu'il signe avec les enseignants pour un système éducatif stable, sans perturbation par des grèves. Les perturbations ont de lourdes conséquences sur les enseignements-apprentissages, le non-respect du quantum horaire, des programmes non terminés, etc. Cela peut conduire à l'échec de beaucoup d'élèves, mais aussi à la baisse du niveau des apprenants. La troisième stratégie pour une éducation de qualité que nous proposons est relative à la gestion des programmes scolaires et à leur déroulement. Pour une bonne gestion de programmes, les enseignants doivent accélérer les programmes au début de l'année scolaire, car c'est le moment idéal pour les élèves. Ils sont très actifs et prêts pour apprendre sérieusement. Mais vers la fin de l'année, beaucoup d'élèves deviennent paresseux à cause de la fatigue. Certains sont même obligés de fuir les cours. Ainsi, on note que le deuxième semestre est souvent moins bon que le premier semestre. La dernière stratégie à proposer est l'organisation des concours au niveau national, départemental et même au sein des établissements pour améliorer les conséquences des élèves, mais surtout pour les motiver à aller faire des recherches. Souvent, on note un engouement des élèves pendant l'organisation des concours sanctionnés de remise des prix. Pour conclure, l'enseignement de qualité exige la mise en place de nombreuses stratégies venant des acteurs de l'éducation, comme l'État, les enseignants, les élèves, etc. Il s'agit des stratégies qui contribuent à une éducation réussie. Ainsi, on aura une éducation qui participe au développement de la société. Il est dans ce sens que l'ancien président sud-africain Nelson Mandela disait « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Merci, je vous remercie. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc, silence, s'il vous plaît. Comme vous le savez, je suis là aujourd'hui pour vous présenter un sujet qui est extrêmement important. C'est la stratégie politique pour une éducation scolaire de qualité. Nous savons tous que notre système éducatif
n'est pas bien fondée. Donc, pour avoir une éducation scolaire de qualité, il nous faut une refondation de notre système éducatif, qui est une victime depuis 1960. Il souffre d'une maladie incurable et inguérissable. Et sa incurabilité est causée par les étudiants, les enseignants, les parents d'élèves et surtout le gouvernement. D'une manière générale, les membres de la société. Car chacun de ces derniers joue un rôle bien déterminé dans notre système éducatif. Donc, les stratégies politiques pour une éducation scolaire de qualité s'appuient sur ces 4 collectivités. Si chacun d'eux joue son rôle avec une performance et avec une perfection, on aura sans doute une éducation scolaire de qualité. En effet, les parents doivent assumer leur rôle, qui est extrêmement important avant que les enfants arrivent à l'école. Cette éducation scolaire doit commencer à la maison, qui doit être une instance de dialogue et de discussion pour que les enfants aient envie d'étudier et s'intéresser à l'apprentissage. Parce que c'est le premier chemin qu'il doit suivre pour arriver à une bonne destination. Cette méthode d'étude doit se faire avec la rigueur, avec l'intolérance et surtout, ce qui me semble important, c'est la privation. Car l'enfant ne doit pas avoir l'accès à tout ce qu'il désire. Il le détruit. Afin que les parents accomplissent leur rôle, qui est loin d'être facile, l'enfant peut entrer à l'école. Avec ses dispositions et ses rêves. Yéen a ngi seetaan Daara Koki TV kon nag gaaw leen gaaw abonné te activer cloche bi ngir man di jot lépp lu aju ci daara ji Daara Koki TV la